Merci. Donc il s'agit d'un. Donc je remercie d'abord le Centre Jacques Berck de nous donner l'occasion de partager un travail en cours. Même si la partie que je vais exposer devant vous est achevée, et donc c'est un travail que je conduis depuis maintenant une vingtaine d'années avec Béatrice Hibou. Et le texte qui est l'objet un peu de cette communication, c'est une sorte d'introduction théorique, mais pas tellement théorique, qui va faire l'objet d'une publication dans la revue Politique Comparée qu'on publie au Fasopo, donc c'est le numéro d'octobre. Alors, c'est toujours très compliqué quand on a un texte qui est fait de l'exposer, donc de s'en détacher. Donc, je vais essayer de faire un jeu que je déconseille généralement aux étudiants, mais bon, on va voir après comment on peut l'évaluer. Quand le texte est ficelé, on est un peu comme un monteur devant des rushs. On ne veut pas couper de plan. Et donc, pas faire des... Donc, je vais lire des passages et je vais essayer d'en expliquer d'autres. Alors, comme vous l'avez vu un peu dans le synopsis qui a été généreusement mise en forme par le CJB dans la fiche qu'ils ont mise pour annoncer cette conférence, et il s'agit d'une réflexion à partir, bien sûr, du Maroc, mais le Maroc n'est qu'un cas d'espèce, sur l'histoire de l'État, sachant que dans la longue durée, et qu'est-ce qui reste dans cette histoire, dans la longue durée, dans les façons de gouverner, avec un usage, j'allais dire, presque immodéré de la tradition de sociologie historique, autour de la redécouverte ou la relecture des travaux de Weber, et on en parlera si vous voulez par la suite. Mais depuis 4-5 ans, il y a toute une littérature qui s'est développée autour des empires, autour de la façon impériale de gouverner, et elle se construit dans le cadre d'une relecture, d'une critique de l'histoire de l'État, tout simplement, sachant que depuis Descartes et de Marlberg, l'État a été circonscrit dans sa version État national. Donc on peut pas très difficilement refuser le qualificatif d'État à l'Empire du Soleil Levant ou à l'Empire ottoman ou à l'Empire britannique dans sa belle époque, ou à l'Empire français aussi, y compris actuellement. On aurait pu appliquer la même façon de traiter à la France actuelle, entre France métropolitaine et Outre-mer, sur un certain nombre de caractéristiques qu'on va évoquer. Donc depuis 2012, ça commence par une sorte d'incident qui nous a interpellés. Depuis 2012, le Maroc a ouvert pas moins de 5 hôpitaux de campagne. Au Mali, en Palestine, en Jordanie, pour la Syrie, en Somalie et en Tunisie. Et a affrété plusieurs dizaines d'avions dans un certain nombre de pays sinistrés. Il est banal que le Maroc fasse, à l'instar d'autres pays, de l'aide humanitaire un instrument de sa diplomatie et une preuve de sa grandeur, entre guillemets, mais plus original qu'il revendique en s'inscrivant dans une tradition séculaire, en mettant en avant la singularité de sa modalité d'action. Et on retrouve cette revendication dans un long communiqué de la MAP que je vais un peu lire rapidement. Alors le communiqué, que je vais essayer de raccourcir, c'est sur haute instruction royale que cet hôpital militaire de campagne sera installé à Bamako et qu'une aide humanitaire sera envoyée au peuple malien frère. Un dictant de source officielle. La mission médicale spécialisée sera incessamment déployée dans la capitale malienne et un soutien logistique et humanitaire y sera acheminé par les moyens aériens des forces armées royales en plusieurs rotations. Cette aide consistera en un hôpital militaire de campagne
ouvert à toute la population et doté de plusieurs modules spécialisés. De même qu'un lot important de médicaments destinés à l'ensemble de la population malienne, y compris les habitants du Nord. Cette initiative royale s'inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l'égard des pays africains frères et du Mali particulièrement, avec lequel le Maroc entretient des relations séculaires et privilégiées, précise la même source. Alors, je lis le dernier paragraphe donc pour faire un peu l'économie. L'action du Maroc trouve donc sa justification, dit toujours le communiqué, dans la culture et la civilisation séculaire du royaume fondée sur les nobles valeurs de solidarité et d'aide aux démunis et sinistrés, partout où il se trouve, cette sans discrimination aucune entre les religions, les croyances, les races, les couleurs et les cultures. Certains enseignements donc, peuvent être tirés de cette dépêche. D'abord, le territoire des interventions. Il dessine une sorte de cartographie de connexion, des connexions impériales, Corne d'Afrique, Palestine, Vieux-Soudan, donc le Mali. Ensuite, la revendication même de l'inscription de cette action dans une trajectoire séculaire. Enfin, le rattachement de l'action à la personne du roi plutôt qu'à l'État. Et la modalité de sa mise en œuvre qui convoque une compétence impériale, ce que nous appellerons l'ingénierie de la mobilité. Donc il s'agit d'hôpitaux de campagne. Les hôpitaux de campagne ont beaucoup à voir dans leur modalité d'implantation, dans la technologie qu'ils requièrent, dans la performance qu'ils exhibent, avec la mise en œuvre de la volonté du prince, sans être tenus par les contingences, que ce soit au Vieux-Soudan, traité comme une province de l'Empire, dans la Corne d'Afrique, investie par les marchands marocains, aux alentours de Jérusalem, qui rappelle la présence du vieux quartier des Marocains, jouxtant le mur des lamentations. L'expression la plus aboutie de ce savoir-faire, donc de la mobilité et de l'ingénierie de la mobilité, est la figure du traiteur. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, enfin, le traiteur, c'est le Momouine. La figure principale, on va en parler, c'est Rahal. Donc c'est celui qui organise les fêtes. L'expression la plus aboutie de savoir-faire est l'ingénierie de la mobilité et la figure du traiteur, dont le nom en arabe Momouine veut dire littéralement nourricier. Il traduit cette obligation de nourrir. Ériger le traiteur en type d'homme, emblématique de l'ingénierie de la mobilité, n'est pas une extrapolation de chercheurs. Il est omniprésent dans la société marocaine. Il pénètre toutes les couches et toutes les formes de célébration collective, que ce soit les mariages ou les deuils. Il est également central dans les dispositifs de pouvoir, dans leur mise en scène, comme le rappelle la célébration des mariages princiers, l'organisation de la Bay'a ad-Dakhla en 79 ou de la Marche verte en 75, durant lesquels il a fallu nourrir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en déplacement. Ces événements ont d'ailleurs permis l'émergence de sociétés spécialisées, dont la plus emblématique est celle d'Arhal Soulami, traité en héros national à sa mort, mais qui atteste aussi la diffusion de ce genre d'entreprise dans l'ensemble de la société, y compris dans le monde rural. L'art du traiteur apparaît comme un outil de diffusion d'un savoir-faire impérial, tout en participant à la définition des contours d'une imaginaire stato-national, en uniformisant les rituels, en transformant les multiples coutumes locales, ou en associant dans une pratique commune le savoir urbain des Fassis et l'art de déplacement dans des conditions difficiles des Bédouins et des montagnards. De toute évidence, nous sommes en présence d'un imaginaire partagé, d'une récurrence de cet agencement de mots relevant de plusieurs registres de sens, médical, militaire, logistique, politique, moral, et de plusieurs temporalités, Moyen-Âge, protectorat, période contemporaine. Quand la dépêche citée parle de militaires en campagne et de blocs opératoires ambulants, elle provoque un sentiment du déjà vu ou du déjà lu. Par exemple, dans la fine description de la Harka de Nordman et Afif, dans les comptes rendus des historiographes consignés par Ibn Zaydan, ou sur les sites des plus grands traiteurs nationaux consacrés par le pouvoir actuel, à commencer par le groupe Rahal précédemment évoqué, et dont le dernier fait d'armes est d'avoir assuré la logistique de plusieurs événements internationaux, notamment l'investiture du président malien. Comment les dynamiques de naturalisation des récits et des faits exceptionnels et surprenants opèrent-elles? Pourquoi l'hôpital de campagne et non la construction de dispensaires ou le creusement de puits, ce que faisait l'Arabie saoudite, comme dans ces mêmes pays? Comment le rapprochement de ces différents registres de l'action s'opère-t-il et par quelle opération intellectuelle sa cohérence se construit-elle, si l'on admet qu'il ne s'agit là ni d'une ruse d'écriture, ni d'un effort de stylisation, et encore moins de la quête d'une performance scripturaire esthétisante.
L'imagination constituante de la société qui apparaît avec force dans ce récit donne à voir deux conceptions de l'État et les met en miroir sans les opposer. L'État-nation, représenté par la map, l'armée, les frontières, le territoire, l'État impérial et ses connexions, la banalité de l'intervention à distance, le traitement des frontières en confins, l'histoire et le temps long, la force des liens symboliques. Succinctement, la figure de l'État impérial combine une absence de prétention à contrôler l'ensemble de la société et une propension à privilégier l'accommodement et l'adaptation, une indifférence à l'association entre légitimité et détention du monopole du pouvoir, y compris de la violence, et prétention à gouverner à moindre coût, en multipliant les modalités d'intervention par truchement. Un accommodement au pluralisme des régimes juridiques, des ethnies, nations et groupements religieux, et sa capacité de gestion des discontinuités, y compris territoriales et temporelles, avec la résilience du pouvoir face à la dissidence ou à la sécheresse. Son investissement massif dans la production et le contrôle d'une certaine information, et un pari sur les personnes davantage que sur les institutions ou les structures. Simultanément, la figure de l'État-nation met en avant les principes d'unicité et de continuité, de volontarisme, et de domestication, d'uniformisation et d'égalité abstraite, d'investissement dans l'information systématique et homogénéisante, en privilégiant les moyennes et la loi des grands nombres et en valorisant l'action transformatrice. Cette présentation rapide pourrait cependant prêter à confusion. À travers ces figures de l'Empire et de l'État-nation, ne serions-nous pas en train de reproduire d'une autre façon le dualisme caractéristique de la plupart des analyses sur l'État du Maroc ? La majorité des travaux partagent une approche d'ailleurs évolutionniste et surtout dualiste du pouvoir, oscillant entre tropisme stato-national qui fait voir la forme État-nation comme la norme, l'étalon du bon gouvernement, et tropisme de la singularité qui met en scène un Makhzen exotique et tout-puissant. Ces études inscrivent les rapports de pouvoir et les modalités de gouvernement dans une perspective culturelle, voire culturaliste. Fidèle à la théorie de modernisation, elles tendent à opposer tradition et modernité, en mettant l'accent sur la dualité du pouvoir au Maroc, qui résulterait de la force de la singularité culturelle et historique du pays. Le référentiel religieux sert souvent de paradigme pour penser la relation de pouvoir, dans ses fonctions, ses droits et ses obligations. Nombreux d'ailleurs sont les auteurs qui trouvent dans le modèle frasérien du roi thaumaturge ou dans la notion wébérienne de légitimité historique et charismatique, une affinité avec la revendication de sainteté de la part de la dynastie régnante. Toute une série de travaux, tant français qu'américains, donc on peut citer, ou marocains, inscrivent leur lecture dans le cadre de recherches sur l'autoritarisme. Les politicistes marocains, en réaction à une tradition française attachée à la description des institutions politiques et pour laquelle la patine du temps faisait partie du décor historique, mais aussi à une tradition anglo-américaine soucieuse du détail empirique qui a permis de réinventer les liens avec une tradition de sainteté, ont déployé une nouvelle exégèse autour du concept d'autochtonie et d'authenticité. Cette dernière entend offrir un cadre analytique de la dualité du régime qui mobilise tout autant la charia que le droit moderne. On a parlé à ce propos de droit politique, voire de droit qualifiant, etc. Mais c'est une longue... on peut faire un long compte-rendu de ces travaux qui datent des années 80 et 90. Dans cette communication, notre intention, moi et Béatrice d'ailleurs, est de proposer une autre lecture, enfin une lecture différente, plutôt socio-historique de l'État marocain et de ses modes de gouvernement. L'intelligibilité de cette situation complexe requiert d'aborder la réalité de l'État, d'une part, à partir d'une démarche qui prenne simultanément en compte différentes manières de gouverner, et d'autre part à partir de la trajectoire historique qui définit les éléments d'un imaginaire partagé. On insiste beaucoup sur ce concept d'imaginaire partagé qu'on peut discuter, si vous voulez, par la suite. Partant d'une interrogation sur ce qui est perçu comme une anomalie du système politique marocain, ou une singularité, d'un côté le lexique politique jusqu'à aujourd'hui saturé de concepts qui se réfèrent à l'idée impériale, de l'autre le travail de modernisation opéré par le mouvement national et accepté par la monarchie, à laminer les dénominations empire chérifien, empereur du Maroc, qui étaient présentes jusqu'aux années 60, État makhzenien, et qui étaient présentes aussi bien sur les pièces de monnaie que sur les frontons de certaines administrations jusqu'à dans les années 60. Seul le concept de Makhzen a survécu au point de devenir à la fois le symbole de singularité porté par le pouvoir en place comme signe de distinction de la profondeur historique du régime et l'expression d'un autoritarisme aux allures d'un hydre honni. Quoi qu'il en soit, la référence à la matrice impériale s'est évanouie. Les analyses sont focalisées sur les débats autour des questions de légitimité ou de stratégie de légitimation de l'État-nation.
hormis une littérature marginale intéressée à la tradition des miroirs des rois, qui pose la question des technologies de gouvernement et des usages de la morale dans l'éducation des princes en régime de tradition sultanienne. Les paradoxes, les ambiguïtés, les ambivalences, les tensions sont généralement lus dans une perspective dualiste, opposant tradition et modernité, bureaucratie et mkhazn. Il ne s'agit pas, en réintroduisant dans le débat à le référentiel impérial, de reconduire ces analyses dualistes. On ne peut opposer les deux figures qui sont présentes simultanément, ni les faire se succéder sur un mode évolutionniste. L'État impérial est aussi bureaucratique que l'État-nation, et aussi rationnel que lui, même si leur rationalité respective n'est pas la même et ne renvoie pas aux mêmes valeurs. L'État-nation a tout autant recours aux rituels et aux symboles, à la mise en scène du pouvoir que l'État impérial. Le clientélisme, les tentations élitistes et classicistes, l'intermédiation, l'exercice autoritaire du pouvoir et sa personnalisation ne sont pas à l'apanage ni de l'État impérial ni de l'État-nation. Il ne nous intéresse pas non plus de discuter de la qualification du Maroc comme empire, voire empire chérifien, pour faire exotique, ni de caractériser son mode de gouvernement par le concept de mkhazn, présenté comme une réalité impériale ancestrale qu'aurait inventé un lieutenant nostalgique de l'ancien régime. Nous nous proposons plutôt de prendre au sérieux ce qui est souvent présenté comme du folklore politique ou des réminiscences d'un passé antagonique de l'État-nation, en le considérant comme un trait parmi d'autres de l'État contemporain et comme l'une des expressions d'un imaginaire partagé. Nous interrogeons qu'autrement le lexique qu'utilisent les observateurs, les acteurs sociaux, et que reprennent souvent les historiens pour dire le gouvernement et la domination, en réinvestissant de façon plus systématique le quotidien de la présence de l'État et de son exercice du pouvoir. Pour appréhender cette pluralité, nous adoptons une démarche plutôt proche de Weber. Nous avons mis en évidence deux figures du politique, la figure impériale et la figure stato-nationale, à côté d'autres figures possibles, comme celle de l'État-cité, de l'État-tribu ou de l'État-sultanat, en les considérant comme des idéaux types à partir desquels analyser la situation contemporaine. On peut analyser la situation contemporaine. Mais notre appréhension des idéaux types n'a rien à voir avec la vulgate que les conçoit comme des instruments d'une taxonomie, comme des catégories qui décrivent l'essence d'un État ou d'une domination. Nous les mobilisons dans la ligne directe des dernières traductions de Weber, telles qu'il les avait lui-même définies et telles qu'il les avait fait jouer. Les idéaltypes nous permettent précisément d'opérer le dépassement des analyses dualistes et le double processus de désingularisation et de décentrement par rapport à l'État-nation. Nous ne considérons pas l'idéaltype impérial comme la représentation de la réalité du moment précolonial et l'idéaltype stato-national comme celle du moment colonial et post-colonial. L'idéaltype est plutôt considéré comme une abstraction réalisée à partir d'une certaine réalité historique, mais qui est bien entendu stylisée pour mettre en évidence des caractéristiques, des variables ou des traits, comme dirait Weber, et non pas pour qualifier la réalité de telle ou telle période. Il ne s'agit pas de qualifier l'État marocain pour dire qu'il relèverait plutôt de l'Empire ou de l'État-nation, ou qu'il se dédouble, l'État-nation étant inabouti du fait de la résilience de l'État impérial, mais de complexifier la description des pratiques gouvernementales, en nous dégageant de l'appréciation normative implicite qui voit par exemple dans l'absence de représentants de l'État dans les régions une faiblesse, dans le cérémonial du renouvellement de l'allégeance ou dans le mélange entre domestique et public un archaïsme, ou dans les interventions d'un intermédiaire non institutionnalisé dans une politique publique un dysfonctionnement. Dans ce travail de distanciation par rapport au modèle de l'État-nation, nous ne cherchons pas non plus à qualifier la situation historique marocaine comme une combinaison de deux idéaltypes. L'invention d'une nouvelle figure qui intégrerait ces deux idéaltypes purs que sont l'Empire et l'État-nation. Notre prise en compte de la combinaison des traits relèverait de ces deux registres, c'est-à-dire du fait que toute configuration est un cas intermédiaire, comme dirait Weber, mais aussi des infinies variations de ces combinaisons, ne nous amènent pas à proposer une nouvelle théorie du composite, comme le disait Feu Pascan. L'hybridation et le métissage véhiculent malgré tout une vision normative et substantialiste de l'État et du bon gouvernement, ou plutôt des deux visions normatives et substantialistes de ceux-ci. Affirmer que le Maroc actuel est à la fois impérial et stato-national n'est qu'une étape qui ne nous avance pas beaucoup dans la compréhension de la trajectoire de l'État et de l'exercice de la domination. En revanche, en cherchant à décrire le plus finement possible des caractéristiques gouvernementales, des technologies de pouvoir et des imaginaires politiques, et cela à partir des traits que le raisonnement par idéaltype permet, nous montrons que les répertoires de représentation, de mise en scène, d'action de rationalité, de compréhension sont non seulement pluriels,
mais qu'ils peuvent se référer à un temps extrêmement long. C'est ce que Michel de Certeau appelle le temps feuilleté. Des temporalités différentes se superposent, les temps, les lieux et les niveaux sociaux sont discontinus. Et les relations entre ces différentes couches sont complexes, fluctuantes, énigmatiques. Notre approche laisse donc une place importante au passé lointain, qui peut avoir plus de poids que le passé proche dans l'imaginaire politique et dans la compréhension des relations de pouvoir, mais aussi dans les ingénieries de pouvoir mobilisées. L'analyse des idéal types tels que le déploie Weber nous semble particulièrement heuristique sur un autre point, l'impossibilité de comprendre les formes d'exercice de pouvoir et le gouvernement si les conduites de vie, les styles et autres esprits ne sont pas pris en compte, et qui seuls permettent de donner sens aux pratiques politiques et à la trajectoire étatique. C'est ce que Michel Foucault désigne comme processus de subjectivation. Dans cette lignée, le concept d'imaginaire nous permet d'embrasser du même regard des facettes disparates de la vie de société, la vie en société, du langage et des postures corporelles aux passions, des stratégies d'appropriation et d'interprétation aux manières, savoir-faire et savoir-être du quotidien, des modes d'appropriation et des stratégies de réinvention aux dispositifs et technologies de pouvoir, des concepts et catégories aux modalités d'appréhension du temps, de l'espace et des rapports sociaux. Nous ne pouvons saisir le réel en dehors de l'imagination constituante, c'est-à-dire en dehors des catégories, de cadres et de principes d'ordonnancement du monde sensible, parce que cette zone grise entre vrai et faux, entre réel et irréel, est ce qui tient ensemble la société. L'imaginaire impérial et l'imaginaire stato-national ne portent pas les mêmes significations et n'autorisent pas les mêmes interprétations de la réalité. C'est l'éventail de répertoires simultanément mobilisables qui nous intéresse de mettre en évidence. Ainsi, nous sommes sensibles aux approches qui comprennent l'imaginaire comme interaction et dialogue continu entre héritage et innovation, mais plus largement aussi entre des conceptions différentes de l'autorité, du pouvoir, de la société. Ces figures idéales typiques nous poussent aussi à ne pas comprendre l'imaginaire comme l'inconscient d'une société. L'importance que Weber accorde au style et à la conduite, à l'inscription dans le quotidien, à côté de l'état d'esprit et de l'éthos, nous rappelle que l'imaginaire est aussi quelque chose de matériel et de conscient de la part des acteurs, même si l'on ne peut réduire la prise en compte de cette dimension à de l'instrumentalisation. Cette dernière existe bien sûr, mais elle n'explique pas pourquoi les gens y adhèrent, y croient, y font référence. La notion d'imaginaire nous permet donc de travailler sur deux registres, celui de l'utilitarisme et de la fonctionnalité, et celui de l'appréhension du monde sensible et phénoménal, ou de l'état des passions. Enfin, nous sommes moins intéressés à donner une image aussi précise que possible d'un moment donné qu'à analyser les modes de domination et les façons de gouverner dans leur dynamique, en étant attentifs aux transformations issues de celles-ci, attentifs à ce que l'on pourrait appeler avec Polanyi des contre-tendances, aux contre-mouvements, au processus de réversibilité, de la multidirectionnalité des évolutions. Nous entendons problématiser la trajectoire de l'État et des modes de gouvernement, non en termes linéaires et évolutionnistes, passage de l'État impérial symbolisé par le Makhzen à l'État-nation et sa bureaucratie, mais en termes de situation et de configuration. Loin d'être statiques, ces notions véhiculent au contraire une dynamique et permettent de comprendre le passage continu d'une situation à une autre situation qui à chaque fois fait coexister des traits différents et les combine différemment. Mais ils le font en dehors du paradigme de la rupture et de la discontinuité. Cela nous permet de ne pas nous enfermer dans la recherche d'une interprétation unique de la trajectoire de l'État et des façons de gouverner au Maroc, mais au contraire d'affiner le plus possible notre compréhension de ceci pour en identifier des transformations significatives contribuant à la production de normes d'interprétation. Alors après cette longue introduction, si vous voulez, un peu, qui place un peu, qui clarifie un peu les choix conceptuels, les choix théoriques, etc., nous avons essayé d'appliquer notre grille, cette façon de faire, plutôt qu'une grille d'analyse, il ne s'agit pas de grille d'analyse, d'une façon de faire, à deux j'allais dire, disons, caractéristiques de l'État, plutôt raison d'être de l'État. La performance, qu'est-ce que c'est qu'un État performant? Et qu'est-ce que c'est qu'un État responsable? Alors, comme c'est très long, donc je vais juste me limiter à la premier aspect pour montrer un peu la façon dont cette grille d'analyse peut fonctionner concernant, on peut le faire soit pour la performance, soit pour la responsabilité. Je suis en train de réfléchir si je choisis la responsabilité plus qu'à la performance. Mais je pense, je vais peut-être opter pour la responsabilité, parce que ça parle des choses plutôt actuelles. Donc
Donc, bon, vous lirez le texte dans son entier en novembre. Alors, la performance du souverain implique... Bon, on l'a déjà développé sur une dizaine de pages, donc je ne vais pas revenir dessus. Je n'ai pas le temps de la résumer. Donc, la performance du souverain implique le sens du lien politique. Ce que on essaie d'expliquer dans ce chapitre sur la performance, c'est à la fois lier la performance du pouvoir à la présence, à l'ubiquité, à l'absence aussi. Et donc il y a toute une analyse sur ces questions d'ubiquité, de présence, d'absence, avec des exemples très actuels. Là, on va plutôt parler de la responsabilité. La performance du souverain implique le souverain au sens global, pas le roi, le souverain, implique le sens du lien politique, les attentes par rapport au gouvernement, ce sur quoi il est apprécié, ce par quoi la demande de sollicitude de l'État est satisfaite. Mais l'appréciation du lien politique peut aussi être abordée à travers une autre question fondamentale, à savoir celle de la responsabilité, qui constitue le cœur de l'activité politique, si l'on continue à suivre Weber. De quoi et de qui est responsable l'État? Et envers qui? Cette question concerne à la fois le sujet de la responsabilité et l'autorité, l'instance supérieure à laquelle on rend des comptes. L'insistance néolibérale sur la reddition des comptes n'est que la version technicisée et en partie dépolitisée de la question de la responsabilité, de son exercice et de sa mesure, la comptabilité. Elle ne conçoit celle-ci qu'à travers l'évaluation des faits passés et d'un point de vue technique et moral. Elle ne rend donc pas compte de pans entiers de la tradition politique qui seuls permettent de comprendre la spécificité de l'exercice du pouvoir et de la trajectoire de l'État. Tous les écrits et observateurs se focalisent dans le cas marocain sur la personnalité du roi, pour rendre compte des carences de responsabilité, voire de l'irresponsabilité du gouvernement au Maroc, dans sa dimension tant politique qu'administrative et judiciaire. Répertorier l'ensemble des activités royales permet de complexifier la question. Les actes de gouvernement, ou pour être plus exact, les actes que les dirigeants estiment valoir la peine d'être rendus publics par la MAP, comme des actes de gouvernement, parce que c'est ça la mesure, montrent par exemple que sur les 3 premiers mois, donc on a fait un peu de 2014, donc ça veut dire que le roi n'a présidé que 2 conseils des ministres, les 14 mars et 11 février 2014, mais a émis 19 messages personnels nominatifs. Compassion, félicitations, condoléances, réalisé 19 actes d'orientation, le plus souvent en mobilité. Dans la même période, il était en Afrique, donc on ne va pas revenir sur cette phase de 3 mois très particulière, enfin pas si particulière que ça, même sur l'année. Il a réalisé 56 actes relevant des affaires étrangères, messages de condoléances, félicitations pour les fêtes nationales, discours lors des sommets. 18 actes relevant du statut de commandeur des croyants, prières éveillées essentiellement, mais aussi fixation de l'indemnité des muezzins, inauguration des mosquées. Et 4 actes de nomination et grâce. Ce qui ressort en premier lieu de l'analyse de cet inventaire sommaire du gouvernement royal, a trait à l'attachement formel aux prérogatives constitutionnelles. Le roi est avant tout en charge des affaires étrangères, il est le commandeur des croyants, et outre l'appropriation du travail gouvernemental, et la bénédiction de ces initiatives qui transparaît par l'action quotidienne d'inauguration, il est censé fixer les grandes orientations du royaume et procéder à certaines nominations. Les fonctions qui avaient cristallisé tous les débats constitutionnels, c'est-à-dire le partage des rôles entre le roi et le gouvernement à travers la question de la présidence du Conseil des ministres et des actes de nomination, n'impliquant finalement que 2 actes chacun. Soit les conseils des ministres ne sont pas les moments importants et les vraies décisions se prennent, et donc ils se prennent ailleurs, soit la distribution des responsabilités fonctionne telle qu'elle avait été prévue, et qu'elle ne suscite plus aucune tension. Quoi qu'il en soit, en termes de responsabilité du monarque, ce calendrier donne à voir une conception élusive de celle-ci, une responsabilité de vision et d'intention, une responsabilité symbolique. Mais cette conception d'une responsabilité omnisciente, surnaturelle, surplombante, qui ne se concrétise pas, qui est revendiquée comme telle par le pouvoir royal, mais est aussi acceptée par tous, ou presque, dessine en creux les contours de la responsabilité et de l'irresponsabilité des autres acteurs politiques. Ces derniers se sont dépossédés eux-mêmes d'une responsabilité d'opposition, d'une responsabilité de vision, et même d'une responsabilité d'agir, comme l'a montré la manière dont cette question a été engagée dans les débats constitutionnels.
Sur les dizaines d'auditions et les centaines de mémorandums reçus par la Commission de révision de la Constitution, seules les associations spécialisées dans les questions de gouvernance, à l'instar de Transparency ou l'Association marocaine d'évaluation des politiques publiques, ont explicitement demandé à ce que tous les acteurs politiques soient soumis au principe de la reddition des comptes. Forme la plus restreinte, la plus technique, la plus morale et la moins politique de la responsabilité. Tous les autres acteurs ont évité d'aborder de front la question de la responsabilité, y compris sous cette forme minimale. Mais les points de vue qu'ils ont développés allaient, pour des raisons différentes mais convergentes, vers le fonctionnement des pouvoirs du roi en lui conférant le monopole du pouvoir religieux. Implicitement, cela a exprimé leur préférence pour une reconduction du système actuel qui autorise et légitime leur responsabilité face au roi, érigé en autorité suprême. Ce positionnement a neutralisé les autres demandes qui allaient dans le sens d'une formalisation de la séparation des pouvoirs et d'une plus grande autonomisation du gouvernement. La frilosité, pour ne pas dire le retrait des acteurs politiques face à cette grande question, se lit aussi dans la manière dont la plupart d'entre eux conçoivent la politique comme profession, c'est-à-dire dans une compréhension technique et bureaucratique de celle-ci. Au Maroc comme ailleurs, la critique du politique et la rhétorique de la bonne gouvernance, le recours au registre technocratique, l'hégémonie de la thématique de la réforme et de la gestion trahissant une vision très restrictive de la responsabilité, cantonnée à la reddition des comptes et au contrôle procédural, formel et technique. Dans ce contexte, la responsabilité générale et surplombante du roi est tout à la fois dénoncée comme l'irresponsabilité et utilisée comme un argument pour rendre impossible l'acte d'assumer. Tout le monde se met sous le parasol de celui qui n'est pas responsable des actes de gouvernement, mais seulement d'une vision générale. En second lieu, on ne peut qu'être frappé de la part très importante que prennent les messages personnels. Ces derniers rappellent fortement l'actualité de l'ingénierie épistolaire envers des personnes qui n'ont d'autre qualité que d'être des sujets marocains. Ainsi, du simple immigré qui a perdu 4 enfants dans un incendie à Tarragone, en Espagne, jusqu'au PDG de Coca-Cola Europe, ont reçu ou d'un professeur militant de gauche qui était mort à l'époque, Sixous, ou un ancien gardien de l'équipe nationale de football, Brésil, et d'anciens dirigeants sportifs, Mjid Doumou, un juge Dadi, des résistants nationalistes, Abdallah Zani, Boussif Mohamed Salem, Ghali Raqib Husseini, des opposants en procès avec l'État, famille Manouzi, tous ont reçu leur missive personnelle. Par ailleurs, cette liste n'évoque qu'incidemment une autre facette de devoirs royaux, la prise en charge fréquente des individus ou familles tombés dans le besoin pour des raisons tragiques. Ce rôle n'est ici rendu possible qu'en raison de l'ampleur de l'acte, la prise en charge des familles de marins victimes de naufrage d'un sardinier au large de Dakhla, ou tout simplement la prise en charge des frais d'inhumation d'un professeur d'université. Et d'ailleurs, par rapport à cette question, l'ingénierie est très rodée et on retrouve la figure du traiteur comme la figure médiatrice entre la figure du roi et le sujet. Ce rôle n'est ici rendu visible qu'en raison de l'ampleur de l'acte, la prise en charge des familles de marins. Donc, enfin, ces rapports personnels concernent aussi les messages de félicitations adressés, comme j'ai dit tout à l'heure, le plus souvent à des personnes qui ont eu des distinctions internationales. Là aussi, cela va des professeurs, Khamilichi, félicité pour l'obtention du prix 2014 de la Fondation internationale de neurosciences, à Yazami pour celle du prix de Charles Stark Draper dans le domaine de nanotechnologie, à Ahmed Ben Moussa, chaleureusement traité de compétences nationales par excellence pour avoir été nommé directeur France de Coca-Cola, etc. Ces messages, donc, qui sont totalement déterritorialisés, parce que ces gens-là, ils sont ailleurs, ils ne sont pas au Maroc. Donc, ils n'obéissent pas à une logique territoriale. Ces messages ou ces actes renvoient à un autre type de responsabilité, la responsabilité pastorale, pour prendre Foucault, qui protège, adoube, distingue des sujets, et à défaut qui exprime un rapport de compassion. La responsabilité du gouvernement royal est de prendre soin, non pas de la communauté dans son ensemble, mais de certains individus nominativement identifiés. En somme, on sait de qui est responsable le roi, mais pas de quoi. Les expressions de cette responsabilité sont rares. Elles ne renvoient généralement pas à des actes, mais plutôt à des discours, à de la rhétorique, à des intentions et à un vécu intime. Cette recherche de la proximité personnalisée semble faire école. L'un des traits de caractère du gouvernement Pijidi est de faire preuve d'un dynamisme débordant dans les cérémonies des funérailles.
de personnalités en vue dans le sérail, d'intellectuels ou de simples militants. Les islamistes rendent des hommages au-delà de leur famille politique. Ils s'affichent en public aux côtés des familles des défunts. Ils profitent en quelque sorte de ce moment où les frontières entre ennemis politiques sont gommées, dans un contexte où les opinions publiques sont très sensibles aux performances de virtuoses en religion, en quête de reconnaissance. Ce jeu de proximité personnalisée qu'on a l'habitude de mettre sur le compte du registre impérial et à rattacher à la seule personne du roi se trouve en réalité diffus dans toutes les couches de la société. La problématique de la responsabilité apparaît ainsi peu à peu dans toute sa complexité, que seul un passage par des considérations théoriques peut prendre en compte. Une première question se pose: de qui l'État est responsable? La théorie politique répond de façon simple: l'État est responsable de la communauté, de sa population. Mais en quoi consiste cette communauté? Sa population. D'où l'intérêt de croiser l'approche par idéal type et une approche historique. Car la conception même de la communauté et de la population diffère d'une configuration politique à l'autre, d'une situation historique à l'autre. Dans l'Empire, on l'a vu, la communauté ou la population comme un ensemble n'existe pas. Sont pris en compte des personnes individuellement, des groupes construits par des relations de pouvoir, et de la sorte inventées, et des réseaux de relations précisément connus. En revanche, dans l'État-nation, la communauté est certes inventée, elle aussi, mais dans ce contexte inventée comme unie sur un mode national, comprend toute la population incluse sur le territoire souverain, ce qui n'empêche pas qu'au cours du temps, les processus d'inclusion et d'exclusion à l'œuvre définissent plus finement les catégories de la population effectivement prises en compte dans l'exercice du pouvoir et donc effectivement objet de la responsabilité. La deuxième question concerne l'exercice de la responsabilité. Qui le porte? Qui le porte? Qui porte? Dans l'Empire, le souverain n'est responsable que devant Dieu et non devant son peuple. Cela n'empêche pas que les actes quotidiens de gouvernement soient assumés par des truchements, dans la figure principale et celle du vizir, expression impériale du contre-saint dans les États-nations, ou celle des chefs locaux, des intermédiaires répartis sur l'ensemble du territoire. Dans l'État-nation, en revanche, le gouvernement est directement responsable, même si la pratique des fusibles, entre guillemets, y est également courante. Mais au cours du temps et selon les rapports de force, ce dont l'État est responsable diffère. C'est la troisième question qui renvoie à la conception du politique et qui ne fait pas ressortir uniquement des différences entre empire et État-nation, mais au sein même de ces figures, des variations importantes dans les conceptions de ce qui est du ressort de la responsabilité. Dans la figure idéale typique de l'État-nation, ce sont les actes effectifs, les façons de faire, les modes de gouvernement, d'intervention, voire les résultats qui importent au regard de la responsabilité et donnent lieu à reddition des comptes. D'autres conceptions et niveaux plus larges de responsabilité peuvent cependant exister, telle la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des conséquences de son action gouvernementale, qui ne concerne donc pas seulement les actes effectivement et consciemment engagés par les hommes politiques, les réalisations qu'ils ont impulsées et les objectifs qu'ils ont poursuivis, mais l'ensemble des conséquences induites par les actions, qu'ils aient ou non été prévues, qu'elles portent sur la cible de l'action ou non. Dans l'Empire, en revanche, c'est l'intentionnalité qui emporte. La responsabilité n'est pas nécessaire à l'exercice du pouvoir, et n'est pas liée à lui, et n'est pas liée aux actes du souverain, aux actes de ses représentants, mais à ses ou à leur intention, statut, position dans la société. La légitimité du pouvoir n'est pas issue de la responsabilité, mais de l'intention sincère, ce que dans le monde musulman on nomme niya. Dans ce contexte, la reddition des comptes n'est pas importante. Ce qu'il est, ce sont la sincérité et la bonne foi. Et on l'a vu magnifiquement dans les drames de l'Arabie Saoudite. On a vu ça, la façon dont ça s'est mis en place, au point que ce sont les pèlerins qui étaient responsables. La responsabilité, c'est alors le fait d'avoir une vision, une projection dans le futur, comme le rappelle John Lonsdale. L'existence d'une mission civilisatrice ne concerne pas seulement les empires coloniaux, mais aussi bien les autres empires, tout comme les États-nations indépendants. Par exemple, en Afrique, au lendemain des indépendances ou toute situation révolutionnaire. La prise en compte du futur concerne tout pouvoir souverain, mais sa conception diffère. Dans l'Empire, elle est circonscrite aux intentions, tandis que dans l'État-nation, elle s'élabore sous la forme de prospective et devient empirique, avec une mise en acte des intentions, une concrétisation des principes de prévision et de précaution. Comme l'a enseigné Weber, la réalité n'est jamais conforme aux idéal types, mais le recours à ceux-ci laisse apparaître des traits qui nous aident à mieux appréhender la réalité. En l'occurrence, il nous permet de saisir les transformations de la responsabilité au Maroc, fruit de relations de pouvoir qui étaient non seulement sa compréhension, mais également son exercice.
La montée des revendications autour d'une redéfinition des contours de la responsabilité de la part des groupes sociaux très divers et la façon dont les autorités publiques ont tenté d'y répondre, et continuent à le faire, laisse percevoir de rapports de force incertains et fluctuants qui trahissent simultanément une meilleure appréhension des demandes de la population, se traduisant parfois par une meilleure prise en compte de celle-ci et une technicisation de la conception même de la responsabilité. Ces transformations mettent en lumière les compromis acceptables et les imaginaires partagés et saisissent dans leur dynamique les différentes modalités de l'exercice de la responsabilité et des façons multiples dont elle est assumée. La responsabilité gouvernementale envers les hommes et les territoires, y compris ceux des marges et des confins, a fait spectaculairement éruption à travers l'épisode des intempéries dans le Haut-Atlas, dont l'un des villages, Anfgo, que vous connaissez, est devenu le symbole de l'abandon de l'État. Ces villages du Haut-Atlas ont toujours été isolés durant l'hiver, mais ce qui était perçu comme quelque chose de naturel, ou plus exactement de ce qui n'était pas, même pas pensé, est devenu à partir de la fin des années 2000 quelque chose de scandaleux, du moins aux yeux d'un certain nombre d'acteurs, ONG de développement et des droits de l'homme, partis politiques marginaux, notamment d'extrême gauche, associations ou individus insérés dans des réseaux internationaux représentant de migrants. Ce qui était habituellement traité par des actions ponctuelles et individualisées en termes de charité et d'évergétisme, autrement dit dans le registre impérial de l'intention et de l'attention discontinue et personnalisée, n'a plus été suffisant. Les envois par le Mohamed VI d'aide en nature n'ont pas permis de calmer les revendications, pas plus que ceux des organisations caritatives de la bourgeoisie marocaine. La société civile mobilisée a commencé pour la première fois à pointer les carences des pouvoirs publics, des politiques économiques et sociales en général. Des revendications ont émergé exigeant l'explicitation d'un nouveau lien politique dont les traits ressortissent davantage de ceux de l'État-nation, impliquant la reconnaissance de la communauté et non plus de personnes individuellement, et du territoire avec les demandes de désenclavement et d'intégration socio-économique. D'une certaine manière, le mouvement du 20 février, contrairement au mouvement des diplômés chômeurs, qui par-delà la forme en association, n'hésite pas à jouer du registre de la loyauté et de la personnalisation, de la dérogation et de la demande d'étrenne, se situe dans la continuité de cet événement. Il exprime une revendication générale de la part de populations s'estimant exclues ou injustement traitées, d'être pris en compte, de faire partie de cette communauté politique envers laquelle l'État se sent responsable. En ce sens, on peut voir la proposition de révision de la Constitution par le roi lors de son discours du 9 mars comme la seconde séquence qui caractérise les transformations en cours de la responsabilité et leurs limites. On ne peut en effet comprendre que cette décision uniquement en termes de simple tactique politique pour faire face à la pression sociale. Le roi et ses conseillers ont également lu les mouvements de protestation de la fin des années 2000 et sa forme la plus achevée avec le mouvement du 20 février. Bien sûr, depuis 2000, il y avait des mouvements contre la vie chère, il y avait aussi toute une série de mouvements qui se sont développés avec parfois des actions de foule dans certaines villes moyennes. Et la découverte de la demande de prise en compte de la population, telle que cela est apparu avec Anfgo, comme une remise en cause du lien politique et donc de la façon dont la responsabilité était exercée. L'un des objectifs de la nouvelle Constitution a été de rationaliser la responsabilité de façon au moins formelle. Dans le même registre, et j'ouvre une parenthèse, on peut comptabiliser pratiquement dans le même registre ce qui s'est passé il y a 4 ans, quand une série d'associations et d'individus ont dénoncé l'absence du roi. Et ont posé de façon assez pratique, enfin de façon même parfois juridique, qu'est-ce qui se passe en cas de vacances, etc. Donc il y a eu un moment où il y a eu une longue absence, alors que l'absence est comme on l'a dit, est une façon de gouverner habituelle dans un registre impérial. Le roi est obligé de nommer donc la Constitution représente donc un moment important dans ce passage qui permet de rationaliser la responsabilité de façon au moins formelle, je dis bien formelle, en définissant un circuit et un partage des responsabilités entre le roi et le gouvernement. Le roi est obligé de nommer l'un des membres dirigeants du parti arrivé en tête comme Premier ministre. Il ne peut le démissionner en cas de désaccord et il est obligé de passer par les élections, lieu de la reddition ultime. Par ailleurs, le gouvernement est responsable des actes de gouvernement à travers son devoir de définition des projets de loi et son pouvoir de nomination de milliers de postes. Même les actes coproduits par le roi et le gouvernement sont assumés par ce dernier à travers le contre-seing.
Sur cette base, le premier acte du premier gouvernement responsable devant le peuple et accessoirement devant le roi a été de combattre, comme il le disait, le fasad au niveau de l'intention, la corruption, en publiant notamment la liste des bénéficiaires de rentes, agréments dans le transport, attribution de l'exploitation des carrières de sable, comme vous le savez, lieu par excellence de l'action de redistribution. Cet acte, qui relève de la tradition des comptes, face aux actes passés, a été effectué mais n'a pas été assumé. Immédiatement, l'espace politique a été saturé de stratégies de délestage et de défaussement. Un refus de responsabilité et très rapidement un discours de déresponsabilisation a émergé, dénonçant les gens de l'ombre qui empêcheraient le gouvernement d'agir et rendrait de fait irréalisable cette responsabilité de faire, tout en justifiant l'impossibilité d'assumer les actes réalisés ou envisagés. Le Premier ministre, ou chef du gouvernement, ne cesse depuis lors de parler de crocodiles, de démons, y compris lorsqu'il participe au rendez-vous mensuel devant la Chambre des conseillers ou devant le Parlement, qui sont censés être des moments ritualisés de la reddition des comptes. Bien que les conséquences politiques de leurs recommandations soient minimes, à un parlementaire qui lui demandait qui étaient les crocodiles et les démons, le chef du gouvernement répond le 17 juillet 2013 « Ni toi ni moi ne pouvons dire qui ils sont. Le peuple marocain connaît parfaitement les crocodiles et les démons, mais moi je ne peux pas le dire. » Cette métaphore définit les contours de l'irresponsabilité, ou plutôt le jeu de clair-obscur entre responsabilité et irresponsabilité, et les stratégies des acteurs politiques pour exercer le pouvoir sans en assumer les risques, notamment électoraux. L'image des crocodiles et des démons a pu être interprétée comme une métaphore judicieuse, une belle description de la réalité marocaine, une preuve de la décadence du lexique politique utilisé et de la domination des parvenus dans le champ politique, une ruse d'incompétents au pouvoir. Mais il est frappant de remarquer que tout le monde partage cet imaginaire, même si tout le monde ne le prend pas au sérieux. Cela parle, cela fait partie de ce qui tient la société. Et cela évoque à tous une incapacité à affronter la question du pouvoir et le rapport du pouvoir à la fatalité, à la prédestination, à la question ontologique du libre arbitre et de la prédestination des choses enfouies qui sont laissées en suspens dans la philosophie politique musulmane. Ces événements font apparaître une redéfinition des frontières de la responsabilité, une transformation de ses contours et de ses combinaisons. Le roi ne concevait auparavant sa responsabilité que par rapport à ses intentions. Cette compréhension de la responsabilité, qui est toujours prégnante, est directement issue et conforme à la pratique pieuse, qui, selon la formule, estime que les intentions sont supérieures aux actes. Il existe d'ailleurs dans l'islam une opposition entre l'immuabilité et la contingence. L'intention est immuable, l'acte est contingent. Mais le roi est désormais interpellé sur ses devoirs de prospective, qui ne relèvent pas que de l'attention, mais d'un véritable travail gouvernemental. Par ailleurs, le roi n'est évidemment pas dans une comptabilité des résultats et donc des réalisations, puisque ces derniers sont à la charge du gouvernement. Mais il assume une certaine responsabilité de conséquence. Cependant, en mobilisant la responsabilité envers Dieu et non envers la communauté politique, il peut se permettre d'être éclectique en assumant certaines responsabilités de la protection des croyants et des frontières, dont la question des Sahara est emblématique, et pas d'autres responsabilités en termes de bien-être, de développement humain, de cohésion nationale, auxquelles il peut répondre soit par la charité, soit par le discours compassionnel. Le gouvernement, quant à lui, ne conçoit sa responsabilité que par rapport au roi. Au mieux, cette responsabilité est cantonnée à la responsabilité vis-à-vis des réalisations. Mais là aussi, cette responsabilité est très partielle, car les crocodiles et les démons peuvent lui servir d'alibi. En aucune manière, la responsabilité vis-à-vis du futur n'est envisagée, ni celle des conséquences, qui toutes deux font l'essence du politique. De fait, ce gouvernement qui se voulait en politique a fini par s'accommoder de sa seule dimension technocratique avant de l'assumer explicitement lors du remaniement ministériel de 2013. Et pas seulement en acceptant la nomination de technocrates aux côtés d'hommes de parti, mais en l'assumant lui-même dans son discours politique. Le nouveau compromis s'explique par cette incapacité à assumer la responsabilité politique. Il n'est certainement pas propre au Maroc, ni au moment actuel. C'est une tendance forte des politiques, car la revendication de la technicité permet de se protéger d'une responsabilité vis-à-vis des conséquences considérées comme trop lourdes à porter, et encore plus de l'obligation de disposer d'une vision. J'arrive au terme un peu de cette communication. Je vais conclure. L'usage donc immodéré du terme khzen masque pour nous une pauvreté de réflexion sur la complexité de l'exercice du pouvoir. Le détour par l'histoire, on vient de le voir sur un élément, et la culture joue comme un argument indépassable de l'exceptionnalité, ou du moins de la singularité du pays de Sonderwald.
Dans notre esprit, la convocation du registre impérial procède d'une lecture renouvelée du Weber, qui rejette sa lecture positiviste pour mettre en exergue la diversité de traits, théoriquement présentés comme contraires, voire incompatibles, mais qui sont dans la réalité des expériences empiriques se combinant, s'assemblant, se soutenant parfois et contribuant à former un large éventail de modes de gouvernement. L'Empire ne constitue qu'une forme de l'État parmi d'autres et un porte-drapeau d'une modernité agressive, comme l'Empire colonial français a pu le montrer au Maroc. En ce sens, le protectorat nous montre que les frontières des orthodoxies étatiques sont mouvantes en termes de référentiel idéologique. Ce qui est acceptable au Maroc ne l'était pas forcément en métropole, même si la pratique gouvernementale effective combinait toujours les traits de ces deux registres. De même, la période précoloniale, où l'État itinérant était symbolisé par les harkas, donnait à voir une image de violence débridée, d'arbitraire, d'improvisation, voire de désordre, alors que s'y combinaient des formes très élaborées de bureaucratie, une ingénierie de la planification et de la perspective. Dans toutes ces situations, il y a des descriptions de la Hakka sont magnifiques sur cette ingénierie du déplacement et cette bureaucratie du déplacement. Je vous donne un exemple. Hassan Ier part de Meknès, arrive à Essaouira. Il faut qu'il retrouve la Jellaba X dans le Sondok Y pour l'événement Z. Et ce n'est pas quelque chose qui doit durer 10 heures pour le trouver. Il faut que ça soit immédiat. Et il y avait une ingénierie pour l'avoir immédiatement. Alors qu'en déplacement, il faut imaginer qu'on est en déplacement, ils sont entre 25 000 et 100 000 qui se déplacent. Donc ça veut dire qu'il y a une bureaucratie derrière et une vraie organisation derrière. Donc, en ce sens, le protectorat nous montre, je répète, que les frontières des orthodoxies étatiques sont mouvantes en termes de référentiel idéologique. Ce qui est acceptable au Maroc ne l'était pas forcément en métropole, même si la pratique gouvernementale effective combinait toujours les traits de ces deux registres. De même, la période précoloniale où l'État itinérant était symbolisé par les harkas donnait à voir une image de violence débridée, d'arbitraire, d'improvisation, voire de désordre, alors que s'y combinaient des formes très élaborées de bureaucratie, une ingénierie de la planification et de la prospective. Dans toutes ces situations fonctionnent en parallèle différentes logiques, selon des variations différentes, d'un espace géographique et politique à l'autre, d'une bureaucratie à l'autre, d'une politique publique à l'autre, d'un rapport de force à l'autre. Friedrich Cooper et Jane Burbank, en historien, montrent que l'État-nation n'est qu'une des formes possibles de l'État, très tardive, qui s'est combinée avec des formes impériales. Ils rejoignent Weber. Les travaux sur les empires, aussi intéressants soient-ils, ne prennent cependant en charge qu'une partie de notre problématique. Leurs préoccupations ne questionnent pas les configurations politiques actuelles dans le monde non occidental, approchées le plus souvent dans les travaux de sciences politiques comme des processus inachevés, des dysfonctionnements ou des résistances, et qu'il convient néanmoins de dégager la plasticité des modes de gouvernement derrière l'apparence de la perpétuation des dispositifs ou d'ingénierie historiquement connotée. Des dynamiques peuvent être à l'œuvre qui en transforment les significations. Derrière l'apparence de rupture et l'émergence de raisonnements ou de catégories nouvelles, les référents imaginaires antérieurs peuvent être reconduits. Et les similitudes de situation ne présagent en rien des conditions d'acceptation de pratiques dénoncées ou de sens. C'est toute la question de l'historicité de la raison d'État qui doit être reprise à nouveau frais. Et l'étude du Maroc est riche d'enseignements dans ce point de vue. Merci.